Bonjour Laurent, et merci de nous accueillir dans les locaux de cybermalveillance.gouv.fr pour répondre aux questions de la protection civile. Donc tout d'abord, une cybermalveillance, c'est quoi? Bonjour, tout d'abord nous sommes très contents de collaborer avec la protection civile en matière de sensibilisation et de prévention vis-à-vis du risque numérique. Alors, qu'est-ce que sont les cybermalveillances aujourd'hui? Tout d'abord, il faut avoir à l'esprit que les cybermalveillances sont des agissements qui constituent concrètement des infractions à la loi pénale avec deux notions importantes. D'abord la notion de préjudice et la notion de victime. Ces faits, ces agissements sont réalisés, perpétrés par l'intermédiaire ou à l'encontre des réseaux ou des outils numériques. La plateforme cybermalveillance.gouv.fr propose à l'ensemble de ces publics, particuliers, PME, TPE et collectivités territoriales, un parcours d'assistance victime dont le premier palier est constitué par un diagnostic des éléments que va nous communiquer la victime. Or, ce diagnostic, aujourd'hui, compte 51 cybermalveillances différentes, à l'aide duquel, de ce diagnostic, nous allons donc adresser un ensemble de recommandations qui seront adaptées à la cybermalveillance en question. Et ce sont aujourd'hui, après un peu plus de 6 ans et demi d'existence, plus de 970 000 victimes qui ont trouvé une assistance adaptée depuis le lancement de la plateforme en 2017. Quelques exemples de cybermalveillance. On peut évoquer l'arnaque du faux support technique qui frappe très fort les particuliers. C'est cette fenêtre de votre navigateur, un petit peu anxiogène, qui indique que votre ordinateur est infecté et que vous devez rapidement appeler une ligne téléphonique correspondant à une assistance mise en place pour vous aider, soi-disant par Windows ou par Microsoft. L'arnaque des faux ordres de virement ou des RIB falsifiés qui touchent plus particulièrement les entreprises, ou encore les attaques dites par rançongiciel, ransomware en anglais, qui impactent plus particulièrement les collectivités territoriales. Le hameçonnage ou phishing en anglais, c'est quoi? L'hameçonnage, c'est d'abord une menace majeure qui touche aujourd'hui tous nos publics. L'hameçonnage, c'est avant tout le principal vecteur des arnaques sur Internet actuellement, et ceci sous de multiples déclinaisons. On parle d'hameçonnage quand un interlocuteur usurpe la qualité d'un tiers de confiance ou d'un organisme connu. Il y a donc un usage de fausse qualité, agrémenté par une mise en scène destinée à provoquer la transmission d'un mot de passe, d'un document officiel ou confidentiel, ou encore qui tente de vous faire cliquer sur un lien malveillant qui risque d'infecter votre ordinateur ou votre téléphone portable. En fait, l'hameçonnage, c'est vraiment la mise en scène qui joue essentiellement sur l'utilisateur et plus particulièrement sur le comportemental. Alors face à l'hameçonnage, bien entendu, nous assistons depuis quelques années à un élargissement et à une pluralité des méthodes d'attaque et des supports qui sont concernés. Faux mail, faux SMS, faux coups de téléphone et depuis peu des opérations d'hameçonnage qui sont réalisées par le biais de faux QR codes, ou en tout cas de QR codes frauduleux. Qu'est-ce que nous percevons à cybermalveillance.gouv.fr depuis quelques années? Quelques exemples. Les arnaques à la fausse infraction routière, que vous allez recevoir par SMS et qui indique que vous êtes rendu coupable d'une infraction routière et que vous devez à tout prix payer une contravention en vous connectant sur un site frauduleux. L'arnaque à la fausse livraison de colis. Qui n'attend pas un colis aujourd'hui? L'arnaque au faux conseiller bancaire qui a fait des ravages ces derniers mois par laquelle quelqu'un vous appelle, se fait passer pour votre conseiller bancaire et vous demande rapidement de lui transmettre ce code unique que vous transmet votre banque pour soi-disant bloquer un achat en ligne frauduleux. Ou encore la fausse infraction pédopornographique, une fausse convocation en justice selon laquelle vous auriez soi-disant participé ou réalisé des connexions sur des sites ou des supports pédopornographiques. Tout est fait pour vous faire rentrer dans un état d'anxiété, de culpabilité et vous faire ainsi communiquer des éléments que vous n'auriez jamais communiqués en temps normal. D'accord, très clair. Et donc l'hameçonnage, comment s'en protéger? Alors,
Au quotidien, être vigilant, et c'est, j'ai envie de dire, quelque part la mesure la plus importante par rapport aux informations personnelles que l'on communique, que l'on transmet à des tiers, que l'on affiche sur Internet, notamment par le biais des réseaux sociaux. Il faut savoir que ces informations qui risquent de renseigner les attaquants sur nos habitudes, sur ce que nous sommes, sur ce que nous aimons ou n'aimons pas, peuvent être réutilisées pour personnaliser et affiner un mail ou un SMS d'hameçonnage. Si l'on pense être ciblé, tout d'abord, vérifier la cohérence globale du message par rapport à l'émetteur affiché. Est-ce que cette administration, ce correspondant, a l'habitude de me demander ce type d'information? Vérifier également la proportionnalité de l'action attendue ou demandée. Et bien entendu, au moindre doute, contacter l'organisme concerné avec ses propres coordonnées et pas celles qui figurent sur le SMS ou le mail concerné. Et bien sûr, si l'on est victime, faire immédiatement opposition sur ses moyens de paiement en rentrant en contact avec sa banque, toujours avec ses propres coordonnées. Prévenir son conseiller bancaire, changer l'intégralité des mots de passe qui nous permettent d'accéder à nos différents services en ligne et venir trouver de l'information et de l'assistance adaptée sur cybermalveillance.gouv.fr. Globalement, se méfier naturellement de toute sollicitation ayant un fort caractère anxiogène, une urgence avérée ou au contraire trop alléchante avec l'affaire du siècle. Par exemple, l'arnaque au faux support technique joue sur la peur et sur l'incompréhension qu'on peut avoir face au fait que son ordinateur est infecté ou que des pirates risquent de s'en prendre à nos données personnelles contenues sur l'ordinateur. Donc, prendre de la distance par rapport à la situation et ne pas céder à la panique. Donc, la première arme contre l'hameçonnage, c'est d'abord la vigilance. C'est quoi un mot de passe fort? Alors, avant de parler de mot de passe fort, qu'est-ce qu'un mot de passe? Un mot de passe, les mots de passe sont un petit peu les clés aujourd'hui de nos espaces et de nos services en ligne. Il est donc très important et capital de ne pas les négliger. Il faut aussi rappeler qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle le piratage de comptes en ligne, ce que nous percevons à cybermalveillance.gouv.fr, représente une menace majeure qui touche tous nos publics. Donc un mot de passe fort, c'est un mot de passe qui va mettre en échec les tentatives les plus communes et les plus courantes d'accéder frauduleusement à ces espaces et ces services en ligne. Pour cela, nous recommandons un mot de passe composé de 12 caractères minimum qui mêlera des chiffres, des caractères spéciaux, des lettres, majuscules, minuscules. Concevoir, créer un mot de passe en privilégiant, par exemple, des éléments uniques et personnels. Ma couleur préférée, ma ville préférée, un type d'animal préféré ou un lieu. Adopter une stratégie personnelle. Et pour stocker ces mots de passe, nous recommandons l'utilisation d'un petit logiciel qu'on appelle un gestionnaire de mots de passe qui va vous permettre de stocker de manière sécurisée l'ensemble des couples identifiants mots de passe. Et quand cela est possible, nous recommandons également fortement d'activer la double authentification. De plus en plus de services le proposent et c'est un deuxième contrôle qui vient s'ajouter au mot de passe, par exemple un code unique qui peut vous être adressé par le service en question. C'est une sorte de second verrou qu'on rajoute ainsi à la porte. Pourquoi est-ce imprudent d'utiliser un accès Wi-Fi public? Il est globalement imprudent d'utiliser un accès Wi-Fi public tout simplement, effectivement, parce que ces accès sont généralement moins bien sécurisés et peuvent occasionner certains problèmes de confidentialité. Ils sont en général, comme leur nom l'indique, situés dans des lieux ou des locaux publics où l'on bénéficie également de moins de confidentialité lorsqu'on est dans son bureau ou dans son appartement ou dans sa maison, tout seul et isolé. Il est également possible dans ces lieux publics que des personnes malveillantes puissent mettre en place ce qu'on appelle des portails fictifs, qui sont des points d'accès fictifs générés et contrôlés par un attaquant, ce qui va leur permettre de récupérer en fait le flux et les données sensibles qui peuvent transiter si vous tentez de vous connecter à ce portail fictif. Il y a donc un risque de récupération, voire d'interception de la connexion.
Si vous n'avez pas le choix, utilisez un Wi-Fi public, mais en étant très vigilant de ne pas faire transiter d'identifiants sensibles par le biais de cet accès, ou alors utilisez un outil logiciel qu'on appelle un VPN, qui va en fait mettre en place un tunnel chiffré, c'est-à-dire ininterceptable ou en tout cas illisible entre votre machine et le serveur sur lequel vous vous connectez sur Internet, donc un VPN de confiance, notamment les VPN qui sont fournis par votre employeur. Entendu. Et quelle vigilance à avoir sur les réseaux sociaux? Les réseaux sociaux sont aujourd'hui des moyens de communication très utilisés de manière massive. Comme toute construction humaine et comme tout logiciel, ce sont des lieux et des vecteurs d'attaque. 2 recommandations essentielles à notre niveau. Tout d'abord, sécuriser l'accès à son compte. Choisir un mot de passe fort, complexe et difficilement devinable et surtout unique pour ce service. Choisir également un accès par un terminal de confiance. Et si le service le propose, choisir et activer ce qu'on appelle la double authentification, c'est-à-dire qu'on va vous demander, en plus de votre mot de passe, un code unique, et donc c'est rajouter en quelque sorte un verrou à la porte. Deuxième chose, par rapport à cette sécurisation de son accès et de son compte, c'est de vérifier et de paramétrer au plus juste les paramètres de ce compte par rapport au périmètre de diffusion des informations que nous allons publier. Il est important de maîtriser ce paramètre dans le sens où derrière, vraiment le périmètre de l'information est très important. Ce que nous allons dire de nous, de nos activités, on doit maîtriser donc ce rayonnement de l'information. Et bien entendu, sur les réseaux sociaux, on est également rendu destinataire d'informations, être toujours vigilant par rapport à la provenance, à la réalité de ces informations, et bien entendu, les relayer, vérifier ces informations avant de les relayer. Et bien entendu, également être vigilant par rapport à toute proposition, soit trop anxiogène ou trop alléchante, qui sont caractéristiques des arnaques sur Internet et également sur les réseaux sociaux. Comment se protéger de l'usurpation d'identité? L'utilisation frauduleuse de données personnelles d'un tiers à son préjudice, par exemple pour ouvrir un faux dossier de prêt, une location de véhicule ou l'ouverture frauduleuse d'une ligne téléphonique, constitue une usurpation d'identité. Et malheureusement, ces agissements se démultiplient aujourd'hui et ils ont des conséquences de plus en plus importantes pour les victimes. En matière de mesures élémentaires, nous recommandons avant toute chose de protéger les accès à ces différents comptes. Pourquoi? C'est tout simplement là que les attaquants vont trouver des informations nous concernant, personnelles, financières, médicales. Il est important également de sécuriser l'accès à ces données, de les chiffrer ou de faire des sauvegardes, mais également de ne pas oublier de sécuriser ces envois. Quand un tiers nous demande de lui adresser par exemple un scan ou une copie de notre carte d'identité ou de notre passeport, le faire de manière sécurisée en y insérant par exemple un filigrane pour marquer ce document pour un envoi et une transaction unique. Si jamais pense être victime d'usurpation d'identité, il est également très important de déposer plainte le plus rapidement possible. Ça confirmera que l'on veut prouver sa bonne foi. Et bien entendu, alerter ses contacts, alerter les différents organismes sur lesquels la personne qui usurpe notre identité risque de se connecter ou d'activer les services à notre place. En tout état de cause, n'hésitez pas à venir consulter l'article correspondant sur cybermalveillance.gouv.fr. Et pourquoi mettre à jour son PC, son téléphone, ses objets connectés? Dans un PC, une tablette, un téléphone portable ou encore un objet connecté, il y a 2 types de logiciels. D'abord, ce qu'on appelle le système d'exploitation et les applications que nous allons, nous, utilisateurs, installer et désinstaller. Ces éléments ont des failles de sécurité qui peuvent être exploitées par certaines attaques. En exploitant une vulnérabilité, un attaquant peut prendre le contrôle du système ou s'introduire sur le réseau auquel ce système est connecté. Concrètement parlant, ça veut dire un accès au système, aux données, des faits de piratage, voire d'espionnage.
Il est donc très important de réaliser des mises à jour de sécurité de manière régulière. Tout simplement parce que ces mises à jour vont corriger, c'est-à-dire combler ces vulnérabilités. Et ceci sur toutes les composantes logicielles, comme je l'ai dit en introduction, aussi bien système d'exploitation et applications, et ceci également sur l'ensemble des supports que nous utilisons au quotidien. N'hésitez pas à venir également consulter l'article correspondant sur cybermalveillance.gouv.fr. Et quels conseils nous donner si l'on est au contact d'une victime de cyberattaque, que ce soit dans la sphère privée ou publique? Le premier conseil, et je pense le plus important, c'est vraiment de garder ou de recouvrer son calme. Quand on vient d'être victime d'une arnaque, d'un virement frauduleux au débit de son compte bancaire en ligne par exemple, c'est la panique à bord. Il est donc important de retrouver son calme et sa sérénité afin d'éviter d'aggraver la situation. Deuxième chose, il est important de ne pas rester seul. Agir, en parler à des proches, à des tiers de confiance, rentrer en contact avec son banquier pour faire opposition sur ses moyens de paiement. Bref, mettre en place un ensemble d'actions qui vont limiter les dégâts par rapport aux effets de bord possibles de la cybermalveillance. Et bien entendu, afin de trouver des informations actualisées ou une assistance adaptée, voire une mise en relation avec un prestataire informatique référencé sur la plateforme, ne pas hésiter à venir sur cybermalveillance.gouv.fr. Pour résumer, quels sont vos 3 conseils pour assurer sa sécurité numérique? Oui, 3 pratiques qui nous semblent essentielles, aussi bien de manière transverse que dans nos usages un peu plus spécifiques, comme le téléphone portable, les réseaux sociaux, ou encore le distinguo à faire entre nos usages pro et nos usages perso. La première, choisir des mots de passe robustes, complexes et surtout différents pour chaque service qu'on utilise. Deuxième recommandation, effectuer régulièrement les mises à jour de tous les appareils et de tous les systèmes qu'ils contiennent, appareils que nous utilisons au quotidien. Troisième recommandation, procéder à des sauvegardes régulières de ces données sur des supports et à des fréquences adaptées. Données qu'on aura au préalable identifiées et cartographiées par rapport à leurs emplacements sur les différents supports que nous utilisons. Enfin, dernière recommandation, mais d'ordre beaucoup plus général, comme on l'a vu ensemble, être vigilant aujourd'hui sur Internet quand on est confronté à toute demande qui joue sur l'urgence, sur l'aspect anxiogène ou encore sur l'affaire du siècle. Merci pour le temps que vous nous avez accordé et pour ces réponses à nos questions qui étaient très claires et précises. Merci, un grand plaisir de travailler avec la protection civile.